Les Gilets jaunes défient le temps. Pour le 9e samedi consécutif, le mouvement s'est encore regonflé. De plus en plus de villes moyennes emboîtent le pas de la mobilisation au mépris de l'essentiel des commentateurs. Alors qu'Emmanuel Macron a adressé une lettre pour esquisser les contours du grand débat national, une majorité de Français ne souhaite pas y prendre part, en cause la crainte d'un débat verrouillé et sans solution possible. Dimanche, le Rassemblement national a présenté ses 12 premiers candidats pour les élections européennes, une échéance cruciale pour le parti en tête des sondages. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes ne lâchent plus la rue. Samedi après samedi, le mouvement se poursuit. L'acte 9 a donné lieu à un véritable regain de mobilisation face à un gouvernement qui fait toujours la sourde oreille. À croire que le bras de fer n'est pas prêt de se terminer. Messieurs, si vous avez l'espoir que notre mouvement est terminé, mais il faut arrêter justement d'être dans vos rêves. On sera là, on lâchera rien et c'est vous qui partirez. Déjà, le premier jour, vous n'auriez jamais imaginé que 9 semaines après, on serait là. Et pourtant, nous sommes là. Les gilets jaunes regonflés à bloc. Malgré le temps qui passe, le mouvement se poursuit avec même un véritable regain de mobilisation. Le ministère de l'Intérieur, habile pour sous-estimer les chiffres, annonçait quelques 84 000 gilets jaunes en France, tandis qu'il n'en comptait que 50 000 le samedi précédent. La tendance est donc indéniablement à la reconquête de vigueur. Il faut dire que le président s'y connaît en matière de galvanisation des manifestations. En effet, la veille de l'acte 9, Emmanuel Macron s'est fendu d'une sortie sous-entendant que les Français n'avaient pas le sens de l'effort. Un euphémisme qui consiste ni plus ni moins à qualifier le peuple de feignant. La principale manifestation parisienne se déroulait depuis le ministère des Finances à Bercy jusqu'au lieu devenu symbolique des Champs-Élysées. Le cortège a marché toute la journée avec une atmosphère relativement calme. Super, on a bien marché. Super, c'était calme parce qu'il n'y avait pas de police sur le trajet. Du coup, il n'y a pas de tension et on a marché nickel. Franchement, une belle journée, je suis content. C'est quand il y a la police qu'il y a des débordements, je pense. Mais si ça reste comme ça, on peut partir tranquillement, je pense. Tout le temps des manifestations pacifistes. C'est tout le temps, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour changer les choses. Donc ça change en bien. Donc on n'est pas là pour tout casser. Pourtant, les diverses éditions des mobilisations ont permis petit à petit au gouvernement de durcir le ton. Les mesures sécuritaires annoncées par Édouard Philippe la semaine dernière, conjuguées au déploiement policier et aux diverses commandes de flashball, LBD 40 et autres gaz lacrymogènes puissants, décidées par Christophe Castaner, démontrent l'attitude de blocage de l'exécutif, à défaut de tenter une nouvelle fois d'instaurer un dialogue. Un dialogue qui devra donc se contenter d'un pseudo-débat national bidonné et censuré. Pourtant, les Français comptent bien avoir leur mot à dire grâce au référendum d'initiative citoyenne, la revendication devenue essentielle dans les rangs des Gilets jaunes. Des amis, ça va pas, les grands-parents, ça va pas. Moi, ça va. Moi aussi, je suis là pour le RIC, pour la démocratie, pour changer les choses au niveau de nos députés, les sénateurs qui ne servent à rien. Moi, c'est tout ce système que je veux abolir parce que je pense que nos représentants, on n'y croit plus parce qu'ils ne nous représentent plus. La machine des partis a fait que c'est pas démocratique, c'est pas le peuple qui parle, quoi. Voilà. Le RIC d'abord, après on débattra. D'abord un RIC. Vous nous prenez pour des cons, on va tous débattre. Mais avec un RIC, ça vous ne voulez pas parce que vous pensez à vous. À votre retraite dans 2-3 ans, vous aurez votre retraite à vie. Nous on veut un RIC, on n'aura pas de retraite à vie. Vous allez remettre en question nos retraites jusqu'à 70 ans. On va peut-être pas vivre jusqu'à 70 ans. On veut un RIC, c'est tout. Point barre. Le caractère provincial des Gilets jaunes n'a pas non plus été écarté, bien au contraire. Loin de la capitale, de plus en plus de villes moyennes rassemblent des gens bien plus enclins à se mobiliser près de chez eux plutôt que d'engager des coûts de transport et risquer des violences. La marée jaune est donc bien loin d'être endiguée et ce n'est pas les premières bribes de débat qui devraient s'en charger. Appel lancé et déjà contesté quelques heures après la lettre aux Français d'Emmanuel Macron pour présenter les contours du grand débat national. L'initiative est déjà largement remise en question. Certains estiment que de trop nombreuses inconnues pèsent encore sur cet exercice inédit. Thibaut Bastide.
5 pages pour lancer le grand débat national. Ce lundi, Emmanuel Macron a adressé une lettre aux Français pour exposer sa vision du grand débat national qu'il a souhaité ouvrir pour mettre un terme à la crise des Gilets jaunes. Ainsi, le chef de l'État pose une trentaine de questions destinées à encadrer la consultation, annonçant qu'il rendra des comptes directement dans le mois qui suivra la fin du débat, à savoir au mois d'avril. Un laps de temps pendant lequel Emmanuel Macron et les élus locaux recevront les doléances des Français qui souhaitent y prendre part. Problème, une majorité de Français y est réticente. En effet, alors que le débat doit s'ouvrir mardi, les premières inquiétudes sont nées à propos des contours dessinés par le chef de l'État. Si le président Marcheur a répété qu'il n'y aurait pas de questions interdites, il a néanmoins fixé des lignes rouges à ne pas dépasser. Le prétendu débat ouvert ne portera donc au final que sur 4 thèmes prédéfinis par l'exécutif: fiscalité, transition écologique, citoyenneté et organisation de l'État. En revanche, d'autres sujets sont proscrits ou minimisés comme l'immigration, et ce, alors que le sujet devait figurer aux côtés des 4 autres thèmes. Un sujet à peine abordé par Emmanuel Macron alors qu'une large majorité de Français s'inquiètent de l'immigration massive, de ses coûts pour les collectivités et de ses conséquences sur la vie des travailleurs. En esquivant cette question, Emmanuel Macron souhaite avant tout éviter une véritable déconvenue à son vivre ensemble rêvé et idéalisé. Cependant, la volonté d'ignorance de La République En Marche à propos des questions qui fâchent porte un coup dur à l'intérêt des Français pour ce grand débat national. D'ailleurs, selon un sondage Opinionway, 52% n'ont pas l'intention d'y prendre part et seulement 11% souhaitent absolument y participer. Un sondage qui ne laisse donc que peu de doute quant à la défiance vis-à-vis des directives du pouvoir. Comme depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, une majorité de Français craint un débat stérile, verrouillé, voire manipulé pour mettre fin à la contestation sociale. Il faut dire que les timides annonces faites par Emmanuel Macron en décembre n'ont pas de quoi les mettre dans les meilleures dispositions, sans compter les tergiversations autour de l'organisation qui ont également porté un sacré coup à la légitimité du débat, alors que la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau, a renoncé à piloter ce grand débat après la polémique sur son salaire avoisinant les 15 000 € bruts mensuels. L'exécutif a, semble-t-il, trouvé une nouvelle formule, un double duo composé de 2 membres du gouvernement, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Emmanuel Wargon, et Sébastien Lecornu, chargé de la cohésion des territoires. Il devrait être accompagné de l'ancienne patronne de la CFDT, Nicole Notat, et de l'ancien patron de la RATP, puis de la Poste, Jean-Paul Bailly. 4 personnalités dont la légitimité et l'impartialité pour faire remonter les doléances des Français posent des questions. Un son de cloche partagé par l'ensemble de la classe politique. Certains prônent même le boycott, à l'image de la France Insoumise, de Debout la France ou encore du Rassemblement National qui accuse le pouvoir de vouloir gagner du temps alors que tous ont en tête les élections européennes de mai prochain. Et justement, le Rassemblement national met les voiles sur Bruxelles. Dimanche, le parti de Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les élections européennes de mai prochain en présentant les 12 premiers candidats, dont certains sont issus de l'extérieur du mouvement. Cette élection européenne du 26 mai 2019 offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. Alors, pour les électeurs, l'enjeu sera clair. Il s'agira de battre Macron. Le Rassemblement national arrive. À Paris ou à Bruxelles, le mouvement de Marine Le Pen reprend l'offensive pour conquérir le pouvoir. Cette fois, c'est pour les élections européennes que le parti se remet en ordre de bataille. À 4 mois de l'échéance, les 12 premiers candidats de la liste ont été officiellement présentés. C'est le jeune porte-parole du Rassemblement, Jordan Bardella, qui aura la lourde responsabilité de conduire la liste. Je suis évidemment très honoré de conduire cette liste avec Marine Le Pen, qui sera évidemment très présente dans le cadre de cette campagne en tant que chef de parti sur le plan national et européen. Je crois que le Rassemblement national a toujours donné sa chance aux jeunes. Ça a été vrai en 2012 avec l'élection de Marion Maréchal, en 2014 avec l'élection de David Rachlin au Sénat. Et on a beaucoup de jeunes élus, de jeunes maires aussi. Beaucoup de jeunes qui votent pour le Rassemblement national. Et donc je crois que c'est aussi une candidature d'espoir, une candidature d'espérance, qui veut dire que l'Europe qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est aussi une Europe qu'on construit pour les générations futures. Et ça commence demain.
Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités requises pour conduire la liste du Rassemblement national pour les européennes. Il est jeune et au-delà de l'âge, ça veut dire le dynamisme, l'enthousiasme. Et puis aussi, c'est probablement un membre de cette génération qui a toujours connu l'Union européenne et qui a vu tous les effets néfastes de cette Union européenne en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de migration, en termes de bénéfices sociaux. Bref, c'est un engagement sincère puisqu'il est militant depuis 16 ans. Et on a toute confiance, on sait que la liste sera bien menée. L'Europe des nations et des protections, c'est un projet d'avenir, c'est un projet moderne et donc avoir une tête de liste, alors celui qui porte notre projet en première ligne, qui est un jeune, je pense que c'est une manière claire de symboliser que l'Europe des nations, c'est pas le rejet de l'Europe, c'est simplement une Europe totalement différente de celle qui a été construite et qui a totalement échoué, cette Union européenne qui a fait souffrir les peuples. Nous, avec Jordan Bardella, mais avec aussi les 78 candidates et candidats qui composeront cette liste, eh bien, nous entendons porter ce projet de l'Europe des nations tel qu'il existe déjà dans beaucoup d'autres pays d'Europe, en Italie, en Autriche, mais aussi en Hongrie ou en Pologne. Ce sont nos alliés ou nos idées qui arrivent au pouvoir. Eh bien, il faut que ce soit demain le cas en France aussi. Un visage jeune pour conquérir le Parlement européen, mais pas seulement. Le Rassemblement national a également fait valoir deux nouvelles figures issues des rangs des Républicains. Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, et Jean-Paul Garot, ancien député LR. J'ai rejoint Marine Le Pen parce que tout simplement c'est là aujourd'hui où sont mes convictions. J'étais dans un parti qui, je pense, sur l'Europe tient un double discours. Un discours qui consiste à être souverainiste à Paris et à s'aligner sur Merkel et sur Juncker à Bruxelles. Et donc aujourd'hui, le seul parti qui a eu un discours cohérent ces dernières années et qui a mis en accord son discours et ses actes, eh bien, c'est le Rassemblement national. De nouveaux visages qui ravissent les cadres du RN et donnent un nouvel élan à la formation. C'est une liste qui rassemble les Français puisque nous avons des élus sortants déjà sur cette liste. Nous avons également des personnes liées au Rassemblement, des ralliés. Voilà, donc c'est une liste qui respecte pas mal d'équilibre. Avec la crise des Gilets jaunes, le Rassemblement national pourrait bien récupérer une partie de la colère populaire. Nous sommes tous gilets jaunes depuis le premier jour de la première heure. Je pense qu'il y a beaucoup de leaders des gilets jaunes qui ne souhaitent pas être sur une liste politique. Ils souhaitent conserver leur autonomie, ils souhaitent conserver leur indépendance et moi je respecte ça absolument. Mais il est sûr que dans les revendications qui sont effectuées, les points communs avec le projet qui était le mien notamment à la présidentielle sont florescent, ils sont extrêmement nombreux. Quoi qu'il en soit, le Rassemblement national est aujourd'hui donné en tête des sondages avec 24%. Les 12 candidatures qui ont été dévoilées dimanche devraient donc déjà pouvoir prendre leur billet pour Bruxelles. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Une explosion dans une boulangerie fait plus de 60 blessés et 4 morts à Paris, dans le 9e arrondissement. La déflagration a fait des dégâts dans 4 rues et aurait pour origine une fuite de gaz. Une enquête est en cours et devrait déterminer les causes du sinistre. Parmi les victimes, une touriste espagnole, une probable résidente de l'immeuble et 2 sapeurs-pompiers âgés de 27 et 28 ans. Depuis 10 ans, 102 soldats du feu sont morts en intervention. Didier Maisto, PDG de Fiducial Média, propriétaire de Sud Radio, porte un coup de gueule contre les journalistes et le gouvernement. Souvent à contre-courant de la profession, ce patron ne mâche pas ses mots dans un message publié sur le réseau social Facebook. Donc je crois que, mesdames et messieurs les journalistes, encore une fois, prenez vos responsabilités, dites à M. Castaner que ça ne fonctionne pas, interviewez M. Macron, dites-lui que ça ne fonctionne pas et que c'est pas comme ça qu'on réglera le problème parce que ça va se radicaliser. Donc il faut arrêter de dresser les populations les unes contre les autres. Et je crois que c'est ça la responsabilité aujourd'hui de ceux qui se prétendent journalistes. Vous ne comprenez pas, malheureusement, je le crains, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et ça va mal finir. Donc arrêtez de taper sur les gilets jaunes.
Le maire de Gdańsk en Pologne est mort. Dimanche soir, Paweł Adamowicz a été poignardé lors d'un discours en faveur d'une action caritative nationale. Frappé au cœur, l'édile a été réanimé sur place avant d'être transporté vers un hôpital. Il est décédé quelques heures après son opération. L'agresseur a été interpellé par le service de sécurité. Il était détenteur d'une accréditation presse. Ce dernier a affirmé avoir été jeté injustement en prison par le gouvernement centriste précédent de la plateforme civique qui l'aurait torturé. L'individu aurait également purgé une peine de plus de 5 ans de prison pour 4 attaques à main armée contre des banques à Gdańsk, dans le nord du pays. Cesare Battisti, arrêté en Bolivie après 2 années de cavale, l'ancien activiste d'extrême gauche de l'organisation prolétaire armée pour le communisme, a été capturé dans la nuit de samedi à dimanche pour être ensuite remis aux autorités italiennes pour un transfert en direction de la Botte. Accusé de 4 homicides et de complicité de meurtre pendant ses années d'activisme, il avait été condamné à la perpétuité par le système judiciaire italien. Avec cette arrestation, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'offre un nouveau coup médiatique qui devrait conforter sa popularité dans l'opinion. Plus généralement, 40 ans après les faits de terrorisme reprochés à Battisti, cette affaire pourrait relancer le débat sur le droit à l'oubli. Mystère de l'histoire et de la science, la disparition des dinosaures a toujours alimenté les débats. Des chercheurs américains viennent de simuler le tsunami provoqué par la chute de la météorite de Chicxulub il y a 66 millions d'années. Et le résultat est exceptionnel. La vague titanesque qui en résulterait aurait mesuré pas moins de 1500 mètres de haut. En outre, l'arrivée de la météorite aurait provoqué une véritable pluie de roches sur la Terre, déclenchant des incendies sur tous les continents. Ajoutez à cela des secousses sismiques et des éruptions volcaniques ainsi que des changements importants de température et vous aurez un chaos propice à l'extinction des dinosaures. Les chercheurs à l'origine de ces révélations prévoient de publier 2 articles sur la question dans les mois à venir. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Jean-Michel Touvenin est colonel de l'armée de terre à la retraite. Il nous présente son ouvrage « Vivre ensemble, à en mourir », un essai sur une imposture sémantique. Dans Vivre ensemble, on imagine quelque chose d'un petit peu religieux, voire même un peu sacré. C'est une expression que l'on va employer pour un couple qui va s'unir devant Dieu. Que veulent dire les gens qui emploient cette expression sans discernement? Ils veulent tout simplement dire vivre, partager certains actes quotidiens de la vie en bonne intelligence et en bonne concorde. Donc en fait, il y a une expression extrêmement forte pour quelque chose qui s'apparente un peu au code de la route pour les gens qui emploient la même voiture. Ça, c'est la première raison. La deuxième également, et qui est extrêmement gênante, c'est que ça laisse entendre que les gens sont bien assortis pour vivre ensemble, et deuxièmement qu'il y a un consentement mutuel. Je ne suis pas du tout convaincu qu'actuellement, dans la société française, il y ait consentement mutuel avec un tel mélange de gens, de civilisations différentes, de valeurs différentes, de repères différents. Et puis ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et ses invités reviennent sur le projet européen des origines à nos jours, une construction hybride pour enchaîner les peuples et les États. Et puis tout de suite, c'est le moment d'une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Gustave était absent depuis 2 jours pour cause de marché de brocante du côté d'Albi. Il était de retour ce matin. Il m'a raconté en coup de vent sa journée d'hier en me rappelant une discussion que nous avons eue récemment relative à l'argent des vendeurs itinérants aux banques en ligne, etc. Vous vous souvenez quand il m'expliquait que les vendeurs sur les marchés qui mettaient du cash à la banque régulièrement ne pouvaient pas le faire dans une banque sans guichet, sans avoir un compte bancaire normal pour virer de l'argent sur le compte virtuel. Alors là, il me raconte, figure-toi que vers 12h de l'après-midi, hier, j'ai dû dépanner 2 personnes en payant leur péage au nord de Montauban parce qu'elles avaient une carte bancaire
carte BNP qui ne passait pas. Et l'une d'entre elles n'avait pas du tout le liquide. Et la première voiture, donc j'ai payé pour elle avec ma carte. Et l'autre, c'était un collègue avec qui j'étais parti, qui se trouvait derrière moi. Je l'ai prévenu par portable que les cartes BNP ne passaient plus en France et en Belgique. J'avais vu ça sur Internet. Du coup, il m'a dit, attends, moi, avec du liquide au péage, parce que sa femme était restée derrière avec la recette de la journée. Et là, tu as une parfaite, me dit-il, illustration de ce qui nous attend s'ils arrivent à nous priver d'argent liquide. Ça sera l'apocalypse. Déjà, je remarque un truc, me dit-il, hier quand j'attendais, pendant l'arrêt de toutes les transactions BNP s'est produit, tout le monde était à la caisse et a pu signaler la chose sur Twitter ou sur Facebook. Du coup, l'information est passée partout sur les sites d'actualité. Mais ce matin, les choses n'étaient pas revenues dans l'ordre et pourtant, rien, aucune information nulle part. Tu regardes les unes de Google et de Twitter, rien. Tu as quand même un peu l'impression qu'on te manipule. Là, tu as un truc d'importance nationale et même continentale qui affecte la vie de milliers de gens, si c'est pas des millions. Rien dans la presse, tout le monde regarde ailleurs. La presse en parle tellement peu que tu finirais par douter de ce que tu as vu de tes propres yeux. Tu sais, ça me rappelle, me dit-il, un événement bien oublié, mais un peu semblable, oublié dès le lendemain, le siège du Crédit Lyonnais en 1996, qui a brûlé. Tu as là une banque qui était mouillée jusqu'au cou dans des trucs pas propres et hop, elle brûle en une nuit au centre de Paris et on n'ouvre pas d'enquête avant 2 ans. Et 2 ans après, tous les experts concluent que c'était criminel et pire, 2 ans après encore, le reste des archives de la banque qui se trouvait dans un hangar au Havre brûle aussi, alors que l'ex-PDG était en examen et qu'on pouvait aussi, paraît-il, trouver dans les archives de quoi l'envoyer en prison. Et puis il paraît qu'il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres archives d'autres banques dans ces hangars, des dossiers sur le comportement d'autres banques sous le régime de Vichy. Peut-être avec les avoirs de gens disparus, on ne sait pas. Et je te raconte pas, me dit-il, les menus détails comme le vol d'autres archives encore qui se trouvaient chez l'avocat de la banque jusqu'au moment, c'est bizarre, où la justice voulait les consulter. Alors quoi, lui ai-je dit, tu vas quand même pas me dire qu'on peut organiser tout ça, une journée de panne informatique pour des raisons de ce genre. Il me répond, on peut tout imaginer. Mais je te fais observer que si on peut tout imaginer, c'est parce que personne ne dit rien de ce qui s'est passé vraiment, à part les victimes, nous, et ta chronique de Campagnol éventuellement, et encore les victimes le jour d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, se rendent bien compte que c'est le mutisme organisé. On ne voit que les cartes et les paiements en ligne, mais les agences, c'était pareil. Visiblement, on ne peut pas retirer d'argent au guichet non plus depuis hier, ni faire des virements, ni modifier les plafonds de retrait. Les gens ne voient que leur péage et leur petite course au supermarché, mais qui sait, cette journée de blocage a peut-être enrayer des choses plus vastes, des opérations financières indésirables, ou masquer des opérations financières désirées au contraire. Et quand tu regardes le cours de bourse, l'action BNP a plongé d'un coup à 16h50 hier. Sur quelle nouvelle? Mystère. Alors là, je t'arrête, j'ai dit en tapant sur son épaule, comme on fait quand on va quitter les gens sur une conclusion de café-théâtre, là c'est du pur complotisme. Il me répond, ce matin, j'ai regardé un peu, apparemment chez BNP, ils ont des ennemis du même genre assez souvent, déjà en juin 2017. Ça bloque tout comme ça pendant une demi-journée. En plus, quand tu regardes, ils se sont pas tellement bien placés. Quand on interroge la presse sur l'exposition des banques françaises aux risques extérieurs, ils ont des soucis à se faire. Ils sont très engagés en Turquie. Et la Turquie plonge, en Italie, et l'Italie plonge. Quand tu regardes, tu apprends qu'ils sont lourdement plombés par leurs clients individuels. Quand tu vas voir le cours de l'action BNP pendant la journée où tout est bloqué, il ne baisse pas, il gagne 1 point. Et puis il plonge d'un coup. C'est quand même bizarre tout ça. Alors je lui dis, alors quoi? Qu'est-ce que tu en conclus? Il me dit, j'en conclus rien. Il s'en va. Il me dit, vedremo, on verra. Mais il m'a quand même troublé. Vous aussi sans doute, hein, c'était le but. Abonnez-vous, merci.